Bonsoir. L'air que nous respirons est-il dangereux pour notre santé? En ville, que ce soit à pied ou en voiture, nous inhalons des particules fines, du dioxyde d'azote, responsable de diesel. 6 voitures sur 10 roulent avec ce carburant. 15 millions de personnes en seraient victimes. Enquête sur ce qui pourrait être un scandale. Bonsoir à tous. Comment imaginer que le seul fait de respirer puisse mettre notre vie en danger? C'est ce que vous allez découvrir avec cette enquête sur le banc des accusés, le moteur diesel et ses émissions de particules fines dont il est pratiquement impossible de se protéger. L'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé a classé les gaz d'échappement des moteurs diesel parmi les cancérogènes certains. Et le saviez-vous, la France est le pays champion en Europe des ventes de voitures diesel. Alors, comment en est-on arrivé là? Sommes-nous face à un vrai problème de santé publique? C'est une enquête de Jennifer Deschamps et Pierre Taillez. Jennifer rejoindra Guylaine sur ce plateau. Simon Métral est un amoureux des montagnes. Pour lui, rien de tel que le parapente pour observer son sommet préféré, le Mont Blanc. Une passion qu'il va nous faire partager. Là, on a l'ensemble du massif. C'est le domaine des neiges éternelles, c'est le domaine des glaciers, c'est le domaine des grands espaces. C'est magnifique. Et aujourd'hui, on va avoir des conditions idéales. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Un endroit rêvé pour profiter de l'air pur des montagnes. La voilà. Allez, on court. Un air pur, les apparences sont trompeuses. Car invisible, un danger nous entoure. Nous sommes en fait dans un des lieux les plus pollués de France. Autour de nous, du dioxyde de soufre, des hydrocarbures, du dioxyde d'azote et des particules fines. Tout ça, c'est un nuage de pollution. C'est irrespirable. Ils viennent des industries, ils viennent du chauffage et surtout du transport routier. C'est sur cette dernière pollution, celle du transport routier, que nous avons décidé d'enquêter, et plus particulièrement sur le diesel. C'est lui qui émet les polluants les plus dangereux, le dioxyde d'azote, un gaz appelé NO2, et ses particules dorées, invisibles à l'œil nu, les particules fines. Aujourd'hui en France, si cette pollution atteint une vallée que l'on pensait épargnée, elle touche surtout les villes. Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Caen. 15 millions de personnes en sont victimes et chaque année 42 000 personnes en mourraient, 115 par jour. Alors, respirer cette pollution, est-ce une fatalité? Quels sont les risques réels pour notre santé? Et que font l'État et les constructeurs automobiles? Enquête sur un scandale sanitaire. Pour savoir ce que nous respirons chaque jour, il suffit d'un clic sur Internet. L'information est publique et en quelques secondes, nous pouvons vérifier que ce jour-là, plusieurs régions de France sont dans le rouge. C'est le cas autour de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, où la qualité de l'air va de médiocre à mauvaise. Mais aussi en Rhône-Alpes, une alerte à la pollution est en cours. Les valeurs limites autorisées ont été dépassées. À Paris, tout va bien. La région est dans le vert. Mais ce que nous allons vous révéler, c'est qu'un jour comme celui-ci, normal, sans alerte à la pollution, nous respirons quand même un air saturé de polluants, très dangereux pour la santé. Pour le détecter, nous nous sommes livrés à une petite expérience, en nous focalisant sur les 2 polluants émis par le diesel. Le dioxyde d'azote, le fameux NO2, et les particules fines. Pour cela, Christophe, un ingénieur d'Air Parif, va se mettre dans la peau d'un automobiliste lambda. On va commencer par les champs et la défense. Thibaut et Gabriel, des militants écologistes, vont quant à eux circuler à vélo. C'est parti. Un peu plus tard,
ils se glisseront dans la peau de parents, munis d'une poussette. Bon alors le Ça va bébé capteur, il est là. On va mesurer ce qu'un enfant va respirer quand une maman ou un papa amène son garçon ou sa fille à l'école, à la halte garderie, à la crèche, etc. Voilà. Tous vont nous montrer que chaque jour en ville, nous sommes exposés à des doses de polluants bien supérieures à celles autorisées. Premier constat, il suffit d'être dans sa voiture au milieu de la circulation, fenêtre fermée, pour être dans le rouge. Bah là, au niveau du comptage de particules, on est près de 40 000 particules. Et les concentrations en NO2, 260 microgrammes par mètre cube. La valeur limite est de 200 microgrammes par mètre cube. De tels taux sont facilement atteints car l'air qui circule dans la voiture est celui qui sort des pots d'échappement qui nous précèdent. La ventilation des véhicules a tendance à ramener la pollution au sein de l'habitacle. Donc il y a un effet d'accumulation des polluants au sein de la voiture. Pendant ce temps-là, Thibaut et Gabriel se faufilent à vélo parmi les voitures. Le verdict tombe. Là on est remonté à 196. 196. Juste en termes de risque sanitaire, le NO2 est dangereux à des doses élevées pendant des périodes courtes. Donc on peut imaginer tous les matins, tu fais 20 minutes de vélo et tu te bouffes du NO2 20 minutes le matin, 20 minutes le soir parce que tu es dans la circulation. Même si c'est peut-être pendant des périodes très courtes, ça présente un risque sanitaire. On va y aller. Côté voiture, idéalement, il vaudrait mieux éviter les tunnels, car là aussi, notre compteur s'affole. Et encore, le trafic est fluide. On peut imaginer, lors des bouchons du matin, le type de concentration que l'on peut avoir. Là, ça peut être beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. 4 à 5 fois plus que ce qu'on vient de rencontrer. La bonne nouvelle, c'est qu'à pied sur le trottoir, nous sommes beaucoup moins touchés que dans l'habitacle d'une voiture. Là, on est à 48. Juste un petit peu avant, on était à 77. Dans les normes donc. Mais ça se complique lorsqu'il faut patienter à un passage piéton. Et là, c'est l'attente. Un gros camion arrive et le taux de pollution grimpe alors en flèche, jusqu'à dépasser la valeur limite pour le dioxyde d'azote, 200 microgrammes par mètre cube. Ah voilà, 258. Là, on est derrière le camion. On attend au passage piéton et on est à 258. Voilà. Ça se sent, ouais, clairement. Alors, quelles sont les conséquences de cette pollution au diesel sur notre santé? Pour le savoir, nous sommes allés voir un des spécialistes de la question à Paris, à l'hôpital Bichat. Ce jour-là, Michel Aubier reçoit en consultation Antoine, 21 ans. Bonjour. Bonjour. Cet été, il a failli mourir d'une crise d'asthme, une maladie qui empêche de respirer. Bon, comment ça va depuis le... Ça va correctement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des mauvais moments et des bons moments. Dans ce service de pneumologie, comme partout en France, les maladies respiratoires ont explosé. L'asthme a progressé de 40% en 40 ans. Une épidémie qui touche désormais près de 4 millions de personnes. Et pour ce professeur, le diesel a sa part de responsabilité. Alors, bon, la pollution liée au transport est très certainement un des facteurs qui explique en partie cette augmentation. Ça crée peut-être pas un asthme, mais par contre ça l'aggrave, ça le déstabilise. Ça certainement. Depuis 5 ans, l'asthme ne quitte plus Antoine. Pour lui permettre de retrouver une vie normale, le médecin va lui prescrire un nouveau traitement. Le coût pour la sécurité sociale, 15 000 € par an. Non, sur moi tout le temps. On sait évaluer le coût pour la sécurité sociale de cette épidémie d'asthme? Oui, on évalue. Ce qu'on sait, c'est que la prise en charge des asthmes en France, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc c'est énorme.
Les allergies et l'asthme ne sont pas les seules conséquences de la pollution au diesel. En cause, les particules fines. Dans les poumons, elles pénètrent jusqu'au plus profond des voies respiratoires et y stagnent. C'est cette accumulation qui est aujourd'hui au cœur de toutes les interrogations et qui fait craindre des maladies bien plus graves que l'asthme. Il y a quelques semaines, dans ce laboratoire, une étude a été lancée. C'est une première en France. Son but, déterminer si les échappements diesel peuvent provoquer le cancer. Démarrer le moteur. À la tête de cette étude, David Préter. Il va soumettre des organismes vivants aux fumées du diesel. Voilà. Donc nous sommes dans une cellule d'essai moteur et nous allons exposer des systèmes biologiques aux échappements moteurs avec ce moteur qui est représentatif du parc automobile actuel. Ce moteur diesel a 7 ans. Donc on va démarrer le moteur. Le scientifique le met en marche et observe les échappements qui en sortent, notamment les taux de particules fines. C'est très fort au démarrage. Et ensuite, nous avons notre émission caractéristique des émissions diesel avec une concentration particulière d'environ 100 millions de particules par centimètre cube dans l'échappement brut. C'est beaucoup? C'est environ 10 000 fois plus que ce que vous pouvez respirer dans une salle ou à la campagne, dans un air dit propre. Pour savoir si le diesel peut être à l'origine de cancer, l'ingénieur a exposé des bactéries, c'est-à-dire des cellules vivantes, à ces échappements. Il les compare avec d'autres cellules, exposées, elles, à de l'air propre. Alors, par exemple, ici, nous avons une boîte de bactéries exposée à de l'air témoin, donc de l'air propre. Nous voyons quelques petites colonies qui nous indiquent un taux de mutation de base. En contact avec de l'air propre, une dizaine de cellules ont réagi et ont muté. Mais face aux échappements diesel, c'est 3 fois plus. Donc ça veut dire quoi sur l'impact sur la santé? Alors ceci nous indique que les échappements vont interagir avec le matériel génétique de bactéries, vont favoriser l'accumulation de mutations qui peuvent potentiellement aboutir à une cancérogénèse. Des échappements diesel qui pourraient ainsi provoquer le cancer. Sans attendre les résultats de cette étude, il y a quelques mois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une autorité scientifique de référence, a pris une décision historique. Lamia Talla est l'une des 24 expertes qui ont analysé plus de 2000 études scientifiques menées dans le monde entier. Certaines concernaient des personnes exposées quotidiennement aux moteurs diesel, comme par exemple les mineurs de fond. Donc cette étude a montré une augmentation du risque de contracter le cancer, une augmentation de 2 à 3 fois de ce risque. J'ai une étude qui a été faite chez les chauffeurs routiers, qui a, elle, regroupé 31 000 participants et qui a montré une augmentation du risque de contracter un cancer du poumon de 15 à 40%. Des preuves certaines et irréfutables pour ces scientifiques. Ils décident de classer le diesel cancérogène. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe et fait réagir immédiatement les constructeurs automobiles. Selon eux, les voitures diesel ne polluent pas. Pour le prouver, il y a quelques semaines, le groupe français Peugeot a répliqué. Une vingtaine de journalistes invités, un bus spécialement affrété, direction le centre technique du constructeur. C'est ici que sont testées toutes les innovations technologiques. Bon, vous m'entendez? Donc là, vous êtes sur un banc d'essai, un banc rouleau. Ce sont vraiment les bancs sur lesquels on fait tous nos tests de mise au point des véhicules. On homologue les véhicules et ainsi de suite. Donc ça, il faut être très clair. Avant de démarrer le moteur, Pierre Macaudière, l'expert en dépollution de Peugeot, nous montre cette pièce. Alors là, vous avez un exemple de filtre à particules. Vous avez ici C'est un filtre à particules, un objet révolutionnaire, installé avant le pot d'échappement.
Il permet de retenir 99% des particules fines émises par le diesel. Le moteur est lancé et à la sortie, il ne reste plus que quelques particules fines. Voilà, donc instantanément, vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent. Vous voyez là, je suis à 3000, je suis à 2500. Donc il y a 2500 particules par centimètre cube qui sortent pour l'instant du filtre, ce qui est l'équivalent de ce que vous avez dans cette pièce filtrée actuellement. Depuis 2 ans, ce filtre est obligatoire sur toutes les voitures neuves. Pour Peugeot, le message est clair. Le problème du diesel est un problème du passé. Mais en affirmant cela, Peugeot oublie un élément de taille. Aujourd'hui en France, il y a plus de vieilles voitures diesel que de récentes. Combien est-ce qu'il y a de véhicules diesel, Peugeot et Citroën qui sont en circulation de l'ordre de la moitié. 5 et 6 millions de voitures, 5 à 6 millions de voitures en France. Chaque année, le pourcentage augmente très fortement, puisque maintenant tous les véhicules qui rentrent en service sont équipés de filtres à particules. La question qui se pose, c'est celle des anciens véhicules, les plus anciens véhicules, d'ailleurs véhicules particuliers. Aujourd'hui en France, le parc diesel est encore aux 3/4 polluant. Sur les 18 millions de voitures diesel en circulation, seuls 4 millions sont réellement équipés d'un filtre à particules. Un système qui en plus n'éliminerait pas toute pollution. C'est ce que va nous prouver David Préter, l'ingénieur qui mène une étude sur les liens entre diesel et cancer. Pour lui, pas de doute, le filtre est efficace pour les particules fines, mais il a un effet pervers. Il augmente la pollution au dioxyde d'azote, le fameux NO2, l'autre polluant du diesel. Donc nous pouvons voir en effet ici que le NO2, on passe de 13 à 16, donc une légère augmentation. Depuis 10 ans, la pollution au dioxyde d'azote augmente dans toutes les villes de France. Paris, Lyon, Marseille, Toulon, mais aussi Rennes, Caen, Le Havre ou Tours. Désormais, une vingtaine de villes ne respectent pas les normes européennes. La raison est simple, la France est le pays le plus dieselisé d'Europe. 65% du parc automobile. Il y a encore 20 ans, c'était seulement 35%. Pourquoi une telle augmentation? Le prix, évidemment, bien plus bas que celui de l'essence. Une situation qui n'est pas le fruit du hasard, comme va nous le montrer Thomas Porcher, un spécialiste du pétrole. La France est devenue le pays du diesel tout simplement parce qu'il y a une taxation sur le diesel qui est beaucoup plus faible que sur l'essence. Cette taxation, plus faible sur le diesel, c'est l'État qui l'a décidé pour nous encourager à en consommer. Démonstration. Sur 1 litre d'essence, l'État prélève 59% de taxes, alors que sur le diesel, c'est seulement 49%. Une différence qui permet de vendre le diesel environ 10 centimes de moins que l'essence. Alors pourquoi l'État a-t-il voulu nous inciter à consommer du diesel? Avant, la production d'électricité provenait des centrales au fioul, une sorte de diesel. Mais dans les années 60, la France a choisi de passer au nucléaire. Les raffineries qui produisent le diesel se sont ainsi retrouvées avec un surplus sur les bras. Comme les énergies sont concurrentes, l'énergie électrique est venue concurrencer l'énergie au fioul. Et donc le gouvernement a décidé, pour avantager les raffineries qui avaient un surplus, de baisser fortement la taxation sur les gazoles pour qu'elles puissent écouler leur gazole et leur fioul. Un diesel moins taxé. Une consommation en augmentation. Voilà comment la France se retrouve polluée au NO2 et aux particules fines. Une pollution qui ne semble pas inquiéter l'État. Il y a 5 ans, il a même mis en place une mesure qui n'a fait qu'empirer la situation. Pourtant, au départ, cela semblait séduisant. Aujourd'hui, on peut, grâce au bonus écologique, acheter une auto plus propre, consommer moins de carburant et économiser de l'argent. Ou on peut... Le bonus écologique. Un nom qui sonne bien, mais qui a fait augmenter encore plus le nombre de voitures diesel. Car pour l'achat d'une telle voiture, l'État offrait entre 100 et 2000 euros. Évidemment, c'est incitatif. Les Français se sont rués sur cette aubaine.
Pour s'en rendre compte, nous nous postons à un coin de rue avec Christophe Congrégat, un journaliste spécialisé dans l'automobile. Là on voit déjà une Clio, une Twingo diesel, donc on voit la une là. Très vite, les voitures diesel défilent sous nos yeux. Grâce au bonus, 1 million se sont vendus en seulement 3 ans. Une 207 diesel qui arrive, la bleue là-bas, 700 € de bonus. Voilà encore une Clio diesel, une Clio de l'époque du bonus, à une Polo grise diesel. On a une 207 SW, on a une C3 blanche diesel aussi qui a donc bénéficié d'un bonus de 700 €. Pourquoi l'État nous a-t-il fait acheter autant de voitures diesel? Tout simplement parce que ces voitures consomment moins et donc émettent moins de CO2, le fameux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Une faible émission de CO2, voilà le critère du bonus écologique. Problème, c'est le seul. L'État n'a pas tenu compte du NO2 et des particules fines. Christophe Congrégat a mené l'enquête. Le résultat est sans appel. La majorité des voitures classées propres par l'État est en réalité très polluante. Premier exemple, avec une des voitures les plus vendues grâce au bonus écologique. La Peugeot 207, classée par l'État au 38e rang des voitures propres sur les 939, alors en vente. Ici, Peugeot 207, nous quand on regarde, en fait cette voiture elle est classée 721e sur 939 dans notre classement indexé sur la pollution. Pour établir ce classement, ce journaliste a tenu compte de tous les polluants émis par le diesel. Le CO2, mais aussi le dioxyde d'azote et les particules fines. Deuxième exemple, avec une petite voiture de ville vendue par dizaines de milliers. Donc là, on a la Renault Clio, 1.5 DCI 85, donc un des modèles sur le podium tous les mois des ventes de voitures françaises. La voiture est classée 787e, donc on est vraiment en toute fin de classement. L'État, lui, l'avait classée parmi les plus propres et offrait aux acheteurs 700 € de réduction. Au final, le bonus écologique a coûté très cher. Alors si on regarde en moyenne, ça a été entre 300 et 550 millions d'euros par an. On a fait ça pendant 5 ans au jour d'aujourd'hui, donc on est à plus de 2 milliards d'euros que nous, contribuables, avons payé. Pour des voitures qui polluent? Pour des voitures qui majoritairement étaient parmi les plus polluantes, oui. Ce constat, Christophe Congrégat n'est plus le seul à le faire. Il y a quelques mois, la Cour des comptes rendait un rapport sur le Grenelle de l'environnement. Dans sa ligne de mire, le bonus écologique. Ce dispositif repose sur le seul objectif de diminution des rejets de gaz carbonique, sans prendre en compte les émissions d'autres polluants nocifs pour la santé. Cette absence a conduit à octroyer le bonus écologique à des véhicules très polluants. Pourquoi l'État n'a-t-il pas pris en compte l'ensemble des polluants? Cette question, nous l'avons posée à Chantal Joanneau. En 2008, elle était à la tête de l'ADEME, l'agence gouvernementale chargée du bonus écologique. Et selon elle, à l'époque, il n'était pas possible de mesurer le NO2 et les particules fines. On n'avait pas tous les instruments de mesure intangibles, fiables, qui nous permettaient de le prendre en compte. Alors que le CO2, on avait déjà mis en place la norme CO2. Donc c'est pour ça qu'il fallait tout de suite mettre le pied dans le dispositif et puis attendre que les choses puissent évoluer, notamment techniquement, pour pouvoir les mesurer de manière fiable, incontestable. Pourtant, dès 2008, d'autres pays comme l'Allemagne n'ont eu aucun problème pour prendre en compte le NO2 et les particules fines. Alors, l'État a-t-il cédé face aux pressions des industriels français, spécialistes du diesel? C'est pas rentré en ligne de compte le fait que ce soit plus nos constructeurs ou pas plus nos constructeurs, évidemment, parce que de toute façon, ils hurlaient tellement sur le principe déjà que, ma foi... Les constructeurs? Oui. Ah bah oui, sur le principe du bonus-malus, oui, pour une raison très simple, c'est qu'eux, ils voulaient augmenter en gamme parce que, effectivement, plus vous montez en gamme, plus vous faites de la marge, et que le principe du bonus-malus vous fait baisser en gamme. Donc, bien sûr que ils étaient très hostiles au principe du bonus-malus, indépendamment de la prise en compte ou non des particules. À ce jour, le bonus écologique est toujours en vigueur en France, avec un seul objectif,
réduire toujours plus les émissions de CO2 sans tenir compte des autres polluants. Avec une politique favorisant le diesel depuis des années, toutes les grandes villes du pays sont aujourd'hui polluées. Une pollution qui gagne aussi des endroits que l'on pensait préserver. Au pied du massif du Mont Blanc, nous retrouvons Simon Métral, le militant écologiste. Ce qui provoque sa colère, ce sont les camions de marchandises. Chaque jour, 2000 d'entre eux empruntent cette route pour traverser les Alpes. Bon bah, vous voyez ici, les camions qui sont devant nous, ils montent à 30 km/h. Le moteur est à plein régime, le turbo également. C'est très polluant par rapport à notre voiture. Il faut multiplier les taux de polluants par 10. Ils sont tous au diesel, évidemment. Et là, ils consomment à peu près 100 litres de gasoil au 100 km. Pour ce militant, il existe une alternative moins polluante. Elle est située à un peu plus d'1 heure de route. C'est l'autoroute ferroviaire alpine. Une voie ferrée qui permet de charger les camions sur un train pour passer les Alpes. Et ici, on est à Éton. C'est là où les camions sont chargés sur les trains. C'est une solution que nous, on préconise pour réduire la pollution dans les vallées alpines. Ce système, mis en place par l'État, existe depuis 10 ans. L'objectif affiché était de transporter 100 000 camions par an. En 2012, il y en a eu moins de 30 000. Alors pourquoi les transporteurs routiers n'utilisent-ils pas plus cette voie ferrée? Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à la Sotracom, une société de transport international. À sa tête, Simon Boisier. Salut. Et pour lui, hors de question de prendre la voie ferrée. Elle ne propose que 4 départs par jour, une contrainte pour ce chef d'entreprise. Moi j'ai lu l'article, regardez. On est soumis à des horaires de chargement ou de livraison et en plus là on serait soumis encore à d'autres horaires pour prendre la navette. Donc non, c'est pas du tout intéressant. Et puis les aléas du chargement, si on arrive 5 minutes en retard, on attend 4 heures, on attend la prochaine navette. Non, c'est pas du tout... non. Est-ce que l'État vous incite, non, par un moyen ou par un autre, financier ou par la législation, non, mais... à vous reporter sur le fret ferroviaire? Non, pas du tout, non. L'État, Simon Métral, ne désespère pas de le contraindre. Restons positifs. Ce jour-là, pour la première fois en 20 ans, il a obtenu que la route qui traverse les Alpes soit fermée aux camions pendant 4 heures. Allez, on y va! À leur place, 300 piétons. Le jour est symbolique. Depuis la veille, le site traverse un pic de pollution. Il est dans le rouge. Aujourd'hui, eh bien, en ce samedi 17 novembre, c'est le 36e jour de dépassement pour 2012 du taux légal de 50 microgrammes par mètre cube d'air de poussière fine sur l'ensemble de la journée. Donc on est à 36. On sera à combien au 31 décembre? On espère moins que 70 jours de dépassement qu'on a connu en 2011. Mais on est déjà hors la loi. En 2012, cette vallée a connu 48 jours de dépassement. La loi n'en autorise que 35 par an. Une ligne rouge que la France franchit régulièrement, c'est le mauvais élève de l'Europe. Et la Cour de justice européenne a décidé d'assigner l'État français pour non-respect des valeurs limites en particules fines. Il risque 30 millions d'euros d'amende. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé cette enquête. On vient de l'entendre, la France risque 30 millions d'amendes pour non-respect des valeurs limites en particules fines. Elle sera payée cette amende?
Alors, dans un premier temps, l'État français s'est adressé à l'Union européenne, c'était il y a un an, en mars 2012. Il lui a écrit pour lui proposer, et là je cite expressément les autorités françaises, de déplacer les stations de mesure, de les éloigner du trafic routier, ce qui permettrait de conduire à une baisse significative du nombre de dépassements. Alors, c'est une solution plutôt iconoclaste et Bruxelles y a opposé une fin de non-recevoir. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, concrètement, en 2010, l'ancien gouvernement avait annoncé la création de ZAPA, ce sont des zones d'action prioritaires pour l'air, où la circulation serait restreinte, voire réduite aux véhicules les plus polluants, les plus anciens, qui seraient interdits. C'est une solution qui est déjà en place dans des villes comme Milan, Athènes ou même Londres. À chaque fois, ce dispositif a fait l'objet de contestations de la part d'associations d'automobilistes pour lesquelles il s'agit là de stigmatiser les classes populaires qui sont les propriétaires de ces véhicules les plus anciens et les plus polluants. Exactement. Alors c'est probablement cette opposition qui fait que ce dispositif est resté lettre morte depuis 3 ans. Et il y a quelques semaines à peine, la nouvelle ministre de l'Environnement, Delphine Batho, a annoncé l'abandon pur et simple de cette mesure. Le gouvernement réfléchit aussi, on le sait, à rétablir la même taxe sur le diesel que sur l'essence, ce qui alignerait le prix des deux carburants. Alors est-ce que ça peut être une solution? Alors ça peut être une solution, mais savoir si elle va être réalisée, si elle va être concrétisée, ça c'est difficile à dire. L'État y avait déjà songé à de multiples reprises. À chaque fois, il y a renoncé face à la pression de différents lobbies. Le principal, c'était le lobby des constructeurs automobiles français, avec à sa tête Jacques Calvet, qui était le président de Peugeot entre 1982 et 1997. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les industriels de l'automobile ont été confrontés à l'effet pervers de ces mesures. C'est-à-dire que pendant des années, ils se sont concentrés uniquement, quasi uniquement sur le diesel et sur le marché automobile français. Mais aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, avec un marché de l'automobile en France qui se restreint, l'avenir, c'est l'export et donc c'est le marché de l'essence. Alors, ça veut dire du diesel. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'opposants. Aujourd'hui, vous avez tous ces lobbies des transporteurs routiers, des chauffeurs de taxi, des agriculteurs, de ceux qui consomment au quotidien du diesel. Mais il y a un argument de poids qui pourrait faire peser la balance, en tout cas qui pourrait amener l'État à décider de réévaluer la taxation sur le diesel. C'est qu'en le faisant, ce serait le moyen de récupérer 3 à 4 milliards de recettes supplémentaires chaque année dans les caisses de l'État. Affaire à suivre donc. Merci Jennifer. Merci.